Il est 20h, bonsoir à tous. À la une ce soir, faut-il généraliser le port du masque en extérieur? Près de 330 communes appliquent déjà cette mesure, mais certains maires s'y refusent. Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé, est notre invité. Le miracle italien, quasiment plus de décès et très peu de contamination depuis plusieurs jours. Le pays affiche les meilleurs chiffres de l'Union européenne. Nous verrons pourquoi. La dette de nos entreprises a explosé, près de 2000 milliards d'euros au total selon la Banque de France. C'est notamment la conséquence des prêts garantis accordés par l'État. Explication à suivre. Une décision historique dans la course à la Maison-Blanche. Joe Biden a choisi la sénatrice Kamala Harris comme colistière. Une première pour une femme noire. Un choix salué par Barack Obama. Et puis vous découvrirez les secrets de fabrication du Prince des Gruyères, surnom du Beaufort. Fromage produit l'été dans la station savoyarde d'Arèche-Beaufort, au cœur de paysages à couper le souffle. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. C'est donc une recommandation ferme du gouvernement, porter le masque dans l'espace public. Les villes de Bordeaux et de Lyon ont annoncé aujourd'hui qu'elles vont appliquer cette mesure. Au total, près de 330 communes imposent cette protection à l'extérieur, mais certains maires font de la résistance. Alexandre Pérou avec nos équipes en région. Des visages découverts qu'il faudra bientôt masquer. À partir de samedi, dans ces deux rues très fréquentées de Bordeaux, le masque deviendra obligatoire. Une décision qui intervient au lendemain du tour de vis demandé au maire par Jean Castex pour enrayer le regain de l'épidémie. Bordeaux n'est pas un îlot de résistance particulier au Covid-19. Donc nous avons constaté qu'à Bordeaux comme ailleurs, la situation s'aggravait, comme dans la plupart des grandes métropoles. Et donc il fallait prendre rapidement une décision de cette nature. Des masques obligatoires également à Lyon. Le maire devrait prendre la décision dans les prochains jours pour le centre historique, ce qui divise les Lyonnais. À mon humble avis, depuis le 11 mai, le masque devait être obligatoire. Et quand c'est des rues où il n'y a pas beaucoup de monde, on n'est pas forcément obligé, surtout avec la chaleur, c'est un peu contraignant quand même. Par exemple ici, vous diriez que c'est nécessaire ou pas nécessaire? On n'en a pas, donc pas trop nécessaire. Pour ce glacier chez qui les clients se côtoient de près, la mesure était devenue indispensable. Regardez ici, ils sont tous à 30 cm les uns des autres, ils s'agglutinent et nous, c'est très difficile pour nous de faire de la police. 8 des 10 plus grandes villes de France sont déjà concernées par ce type d'arrêté. Mais 2 font encore de la résistance, Nantes et Strasbourg. Pour la municipalité, la coercition n'est pas la solution. Ça serait très difficile de mettre un policier à chaque coin de rue pour obliger les gens. On est pour l'explication, on est pour l'éducation à la santé, on appelle ça. On pense que les gens maintenant peuvent intégrer les moments où il faut mettre un masque, un moment où il ne faut pas mettre de masque. Le port du masque est aujourd'hui obligatoire partiellement ou totalement dans plus de 330 communes de France. Et le gouvernement a décidé de renforcer les contrôles. Désormais, les sanctions tombent plus souvent. Les amendes vont de 38 à 135 €. Mais vous allez le voir, la police continue de privilégier la pédagogie. Illustration à Nice et à Roubaix avec Anaïs Barre, Liane Courtet et Claire Colnet. Fini la prévention, l'heure est aux sanctions. Dans les rues de Nice, la police municipale arrête depuis 2 jours tous les passants au visage découvert. Voilà, bonjour madame. Le port du masque est obligatoire sur Nice. Ah bon? Oui. Ça fait l'objet d'une verbalisation. Il n'y a même pas de panneau. J'en avais un juste là. Ah ouais d'accord, il faut... je vais procéder à la verbalisation. 135 € d'amende, une sanction que la majorité des verbalisés ne comprend pas, même s'ils obtempèrent. Ce n'est pas juste. Pourquoi moi? Alors que si vous allez juste là, vous pouvez voir des gens sans masque. Après une semaine de prévention, l'obligation du port du masque est encore trop peu appliquée. Pour la mairie, l'amende est donc aujourd'hui le seul moyen de faire respecter la règle. Mais tant qu'on ne touche pas au porte-monnaie, les personnes ils se disent oui c'est bien de me faire la fiction mais je fais ce que je veux, je profite du soleil, si j'ai envie de respirer, je respire. Et puis les gens sont individuels, ils ne pensent pas aux autres. Ils ne pensent pas à cette masse qui pourrait être contaminée. Le fait de verbaliser derrière, ça met fin à tout ça. 280 contraventions en 2 jours à Nice. Une exception car en France, très peu de villes ont décidé de verbaliser. À Lille, sur 11 000 contrevenants sans masque, seulement 30 ont reçu une contravention en 10 jours. Beaucoup de villes ne font encore que de la prévention. Bonjour messieurs. C'est le cas à Bayonne, Tours ou encore Paris, où 4083 personnes sans masque ont été rappelées à l'ordre.
Prévention aussi à Roubaix. Vous savez que le port du masque est obligatoire sur la grande place de Roubaix? Non, je ne savais pas. Quoi, un masque? Vous en avez un sur vous? Allez, mettez-le. S'il vous plaît. Des villes qui espèrent encore ne pas avoir à verbaliser pour que chacun prenne ses responsabilités. Alors que la France craint une deuxième vague, notre voisin italien est peut-être en train de gagner la bataille contre le virus. Quasiment plus de décès et très peu de contaminations ces derniers jours. Le pays affiche les meilleurs chiffres de l'Union européenne, grâce notamment à une discipline stricte sur le port du masque. Correspondance à Rome, Alban Micosi, Laura Tossiti. En Italie, porter un masque dans les rues est une évidence. À Rome, c'est devenu comme un réflexe. Dans les contacts rapprochés, seul le masque protège vraiment. Ce n'est pas une question d'opinion personnelle, c'est un choix de solidarité collective. Ici, le gouvernement a renoncé à la TVA sur ses produits. En pharmacie, les prix sont fixes, au maximum 50 centimes le masque chirurgical. Autre différence, les prises de température, systématiques devant les musées, fréquentes au restaurant. Pour les touristes français, les précautions sont visibles. Oui, je pense que c'est une bonne chose pour éviter le retour de cette pandémie. L'Italie vit toujours sous le choc de ces images, les convois mortuaires assurés par l'armée au printemps dernier. 35 000 personnes sont mortes du Covid. Dans le nord du pays, tout le monde connaît au moins une victime. Cet été, le gouvernement a renoncé à attirer les touristes du monde entier. Ça commence à l'aéroport. Venir d'un pays situé hors de l'Union européenne vous conduit en quatorzaine, avec un test de dépistage obligatoire. Une mesure élargie à la Roumanie, la Bulgarie et bientôt la Grèce ou l'Espagne. Des amendes allant jusqu'à 1 000 € ont été infligées à ceux qui ne respectent pas les règles. Et puis, on a multiplié les tests. Au mois d'août, à nombre de tests comparables, l'Italie compte 4 fois moins de cas positifs que la France. Les Italiens ont été disciplinés bien davantage qu'on s'y attendait. On les pensait anarchiques, mais ils ont suivi les règles pour contenir l'épidémie. Le gouvernement italien a très vite reconnu les pénuries de masques, de matériel, les doutes des scientifiques. Un langage de vérité aujourd'hui valorisé. 60% des Italiens estiment que le gouvernement a fait un bon travail dans cette épidémie. Le ministre des Solidarités et de la Santé est notre invité ce soir. Bonsoir Olivier Véran. Bonsoir. Pourquoi l'Italie, on vient de le voir, s'en sort mieux que nous sur le front du Covid-19 en ce moment ? Je ne sais pas si l'Italie s'en sort mieux que nous. Il faut savoir que nous faisons beaucoup de tests, 600 000 tests par semaine. Nous avons dépassé les 600 000. Nous avons mis à disposition les masques, vous l'avez vu dans les reportages tout à l'heure, qui sont généralisés progressivement. Beaucoup d'explications aussi sont faites pour que les Français puissent comprendre la situation épidémique. Et puis ensuite, c'est toujours très difficile de comparer des situations qui ne sont pas toujours comparables. Si vous prenez les départements français, par exemple, il y a certains départements dans lesquels le virus ne circule pas ou très peu. Si vous prenez nos voisins espagnols, ils ont 2 fois plus de cas positifs que les Français. Et c'est pareil pour certaines régions allemandes. Donc il faut regarder les choses dans un ensemble. Alors on l'a vu dans nos précédents reportages, les règles ne sont pas les mêmes partout en France. Pourquoi ne pas tout simplement imposer le port du masque en extérieur à l'échelle de tout le territoire ? Nous faisons confiance aux élus locaux, aux préfets, pour pouvoir prendre les décisions qui s'imposent partout où ça fait sens. Mais vous savez, il n'y a pas besoin d'obligation nécessairement en France pour qu'on puisse se protéger. Moi, il y a une règle des 4 points qu'on va appeler la règle A, B, C, D, pour savoir quand il faut porter le masque. A, c'est pour quand on est à risque, quand on est fragile, quand on est âgé par exemple. B, c'est quand on est dans un lieu bondé, quand vous êtes dans une rue, même si le port du masque n'est pas obligatoire, mais que vous voyez que vous circulez difficilement entre les personnes, il faut s'équiper avec le masque. C, ce sont pour les endroits qui sont clos, quand vous êtes en intérieur avec d'autres personnes. Et puis D, c'est quand la distance est impossible à gérer, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas rester à au moins 1 mètre des personnes. Avec des règles, avec une compréhension de l'utilité du masque, les Français sont capables de se protéger. D'ailleurs, ils sont très nombreux à le faire. Cela étant, nous avons donné la possibilité, partout où c'est décidé localement, de généraliser le port du masque, y compris à l'extérieur. On l'a vu ce soir, certains maires refusent d'appliquer cette mesure. Qu'est-ce que vous leur dites ce soir ? Ce sont les préfets qui ont en charge d'appliquer la mesure. Nous leur demandons de consulter, de concerter les élus. Je l'ai fait moi-même en appelant aujourd'hui les élus de Paris et les élus de Marseille pour les informer que ces 2 villes seraient basculées probablement dans les prochaines heures ou les prochains jours en zone de circulation active du virus et que de ce fait, les préfets, en consultation, en concertation avec les élus, pourront être amenés, si la situation épidémique l'exige, à prendre de nouvelles mesures, comme des modulations d'ouverture de certains lieux, par exemple. Alors on a vu que le gouvernement a durci le ton hier. Est-ce que vous comptez aller plus loin dans les semaines qui viennent et notamment imposer le masque en entreprise ?
La question de l'entreprise est une question fondamentale qui fait l'objet de discussions avec ma collègue qui est ministre chargée du travail, avec les syndicats patronaux et les syndicats salariés. Il y a déjà un grand nombre de règles qui sont appliquées. Le recours au télétravail qui doit être privilégié quand c'est possible, le port du masque lorsque vous êtes dans une salle de réunion. Les règles ABCD que j'ai données tout à l'heure s'appliquent également en entreprise. Est-ce qu'on peut dire, comme certains médecins l'affirment, qu'on est au début d'une deuxième vague ? Je ne sais pas si on peut parler de vague. Vous savez, ce qui est différent par rapport à la situation février-mars dernier, c'est qu'il n'y a pas d'impact hospitalier comme ce que nous avions enregistré. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, nous avons fait 2 diagnostics de contamination chaque minute. C'est beaucoup, 2500 cas au total dans notre pays. Mais pour autant, il y a eu 17 admissions en réanimation, c'est-à-dire que la proportion de complications est beaucoup plus faible qu'au cours de la vague épidémique à proprement parler. Plusieurs explications à cela, notamment le fait que les patients qui sont aujourd'hui diagnostiqués, les Français qui sont diagnostiqués, sont plus jeunes, plutôt sur la tranche 20-40 ans, moins porteurs de fragilité, et les personnes âgées continuent de se protéger. C'est pour ça que le discours, quand vous dites que le gouvernement a haussé le ton ou qu'il est plus ferme, nous disons aux jeunes, faites attention, c'est pas un discours qui se veut moralisateur ou qui veut empêcher les gens de vivre. Les gens en ont marre, ils ont vécu une année qui était épouvantable, ils ont envie de prendre des vacances, mais on peut profiter de la vie en sauvegardant la vie. Alors, et ça implique d'avoir une responsabilité individuelle. L'État ne doit pas tout faire. C'est aussi aux personnes informées de prendre attention à leur état de faire attention à leur état de santé, à celui des personnes qui les entourent. Est-ce qu'en cas d'aggravation de la situation, vous envisagez un reconfinement général ? Et si oui, sur quels critères ? Tout ce que nous faisons aujourd'hui, c'est pour ne pas arriver au reconfinement. Les écoles ouvriront à la rentrée, comme c'est prévu, avec un protocole sanitaire en sécurité. Les entreprises fonctionnent. Les transports en commun fonctionnent depuis plusieurs mois dans notre pays avec le port du masque, avec des règles qui s'appliquent. Et nous donnons la possibilité, encore une fois, aux élus locaux et aux préfets de prendre des mesures supplémentaires si la circulation du virus devenait gênante ou si elle était excessive et que nous n'arrivions pas à la contrôler. Il faut savoir que tous les jours, là, y compris au mois d'août, je vous parlais des 600 000 tests, c'est autant de personnes qui, dans les laboratoires de biologie, travaillent d'arrache-pied, y compris dans les aéroports, dans les drives, dans les trucks, y compris sur les plages, pour protéger les Français. Mais il y a également toutes les équipes des agences régionales de santé, les médecins, les infirmiers qui travaillent et qui protègent la population. Vous restez avec nous, on vous retrouve dans quelques instants. Je le disais, le gouvernement a durci le ton car les contaminations augmentent nettement. Plus de 2500 nouveaux cas ces dernières 24 heures. La situation se dégrade, ce sont les mots du Premier ministre hier. Paradoxalement, le nombre d'entrées en réanimation tend à diminuer. Comment l'expliquer ? Catherine Rougerie, Noé Salem. Dans les hôpitaux, un retour au calme et des chiffres trompeurs. Le nombre de patients en réanimation continue de baisser. 391 personnes le 11 août, contre 7019 personnes en avril. Pourtant, dans son cabinet près de Paris, ce médecin observe toujours des nouveaux malades du Covid-19. Ce qu'on constate, c'est une recrudescence des tests qui reviennent positifs. Alors ça, c'est multifactoriel. 1, on fait plus de tests. 2, on teste plus les sujets contacts. 3, il est probable qu'il y ait une circulation plus effective du virus ces derniers temps. Confirmation par les chiffres. Les tests reviennent plus souvent positifs qu'il y a un mois. Alors pourquoi pas davantage de cas graves ? Car ces nouveaux malades ont un profil particulier, selon cet expert. Le virus, d'après les données qu'on a, semble circuler préférentiellement pour l'instant dans des populations qui sont peu fragiles, peu sensibles aux formes graves de l'infection, donc soit des populations jeunes, soit des gens qui n'ont pas de facteur de risque. Donc ce qu'on peut supposer, c'est qu'il circule plus, mais il circule plus dans une population qui ne va pas nécessairement déclencher des formes symptomatiques, voire même des formes graves. Autrement dit, les personnes les plus à risque se protégeraient mieux, avec un port du masque et le respect des gestes barrières plus systématiques. Un bon point, mais insuffisant, car avec le retour au travail et dans les transports en commun, la circulation du virus pourrait encore s'amplifier et mettre à nouveau les services hospitaliers en grande difficulté. Notre séquence, on vous répond. Anthony Joly nous a rejoint. Anthony, vous relayez les questions de nos téléspectateurs. Absolument. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir. Plus de 2000 questions vous ont été posées sur le site franceinfo.fr. Nous en avons sélectionné quelques-unes. La première, c'est celle de Patrick de Paris. Le nombre de cas de Covid n'augmenterait-il pas simplement parce que l'on teste plus de gens ? En partie, oui,
puisque nous faisons 100 000 tests de plus chaque semaine par rapport à la semaine précédente. Nous en faisons 600 000. Et je dis en partie parce que le taux de positivité des tests augmente. Il y avait 1% de tests positifs quand nous en faisions il y a quelques semaines, lorsque j'étais invité sur votre plateau. Aujourd'hui, nous avons dépassé les 2%. Donc il n'y a pas que l'augmentation du nombre de tests qui explique. Par contre, c'est vrai que nous avons une politique de dépistage systématique qui est très forte, et j'en profite, pour inviter les Français qui rentrent de vacances, et notamment qui étaient dans les zones de circulation du virus, à aller se faire tester sans hésitation, parce que c'est ainsi que nous sommes capables de lutter efficacement contre la diffusion du coronavirus. La perspective d'une reprise forte de l'épidémie inquiète Paul dans le Haut-Rhin. Sommes-nous prêts en équipement, masques, gants, blouses, respirateurs en cas de seconde vague dans les prochaines semaines? Très rapidement, nous avons acheté 4 milliards de masques, 2 milliards nous ont été livrés et d'ici à la fin du mois de septembre, nous disposerons du stock national de 1 milliard de masques. 20% de ces masques sont des FFP2 destinés aux soignants dans les milieux particuliers et donc nous aurons constitué notre stock national. Par ailleurs, nous passons ce qu'on appelle des coups de sonde en appelant des hôpitaux, des médecins, des pharmacies qui disposent en moyenne de plus de 3 semaines de stock en usage intensif. Nous avons donc du matériel de protection en quantité et nous avons également, semaine après semaine, acheté massivement les médicaments qui sont nécessaires pour être capable, si c'était nécessaire, mais on n'a vraiment pas envie de se poser la question, d'accueillir et de prendre en charge jusqu'à 30 000 malades en réanimation, sachant qu'au cours de la première vague, il y a eu au total 17 000 malades hospitalisés en réa. Donc les stocks, le matériel, il y a une tension sur les gants. J'ai fait une commande, nous avons passé une commande de 400 millions de gants à la fin du mois de juillet, qui arrive dans les prochains jours. Une question sur le masque, justement. Pourquoi le port du masque ne sera-t-il que fortement recommandé et non pas obligatoire dans les facs, alors que les contaminations sont en forte hausse chez les jeunes? On l'a vu. Tout correspond à des protocoles sanitaires qui nous sont, dictés par les autorités scientifiques, les autorités sanitaires, notamment le Haut Conseil de santé publique. Après, les normes sont là aussi pour évoluer, puisqu'il y a 3 semaines, le port du masque n'était pas obligatoire dans certaines rues de Paris ou au centre de Montpellier. Aujourd'hui, c'est le cas. Donc, à chaque fois que la situation exige, nous sommes capables de faire évoluer et nous anticipons cela. Je peux aussi vous annoncer qu'au-delà des 50 millions de masques lavables que nous avons envoyés à 8 millions de Français qui sont en situation de précarité, nous faisons actuellement des livraisons de 50 millions de masques jetables, ceux-là, supplémentaires, en direction des préfectures pour équiper les plus précaires, pour être sûr que personne ne puisse avoir des difficultés pour accéder à ces matériaux de protection. Enfin, beaucoup de Français, Monsieur Véran, ont encore des symptômes plusieurs mois après avoir été infectés. Qu'en est-il de leur prise en charge et de la reconnaissance des séquelles de ces malades Covid longs? 2 niveaux de réponse. D'abord, la recherche pour comprendre les mécanismes. Je vois des hypothèses médicales sur ce qu'on appelle un syndrome de dysautonomie qui entraînerait une... Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en tout cas des troubles respiratoires qui ne seraient pas corrélés à des anomalies respiratoires visibles, mais qui seraient réellement ressenties par les patients du fait de conséquences de l'attaque du virus. Donc il y a la recherche, il y a le suivi médical qui relève des médecins eux-mêmes, des infirmiers, à l'hôpital comme en ville, et nous sommes en train de regarder cela de très près. Je suis particulièrement sensible à cette question, et ce sont d'ailleurs des patients jeunes. Donc quand on entend parfois des experts dire que ce serait bien que les jeunes se contaminent, qu'ils aillent poser la question à des personnes jeunes, en parfaite santé, qui ont fait une infection au coronavirus, qui ne sont pas allés en réanimation, mais qui, des semaines après, se sentent pas bien avec des troubles de mémoire, des troubles du sommeil, des difficultés respiratoires et cardiaques. Encore une fois, nous apprenons sur ce virus quotidiennement, nous avançons, personne ne sera laissé sur le bord du chemin. Merci beaucoup, Anthony. J'ajoute une dernière question. La Russie affirme avoir trouvé un vaccin contre le virus. Vos homologues allemands et américains ont émis de sérieux doutes. Est-ce qu'il faut croire Vladimir Poutine? Ce n'est pas une question de croire ou non. C'est que Vladimir Poutine, en réalité, a annoncé qu'il y avait un vaccin russe qui rentrait en phase 3. La phase 3 de développement d'un vaccin, c'est quand vous commencez à le donner à la population pour regarder s'il est efficace et s'il y a des effets indésirables. Il y a plusieurs vaccins européens, américains, qui sont actuellement en phase 3. Nous comptons sur ces vaccins pour pouvoir soigner et protéger les Français demain, mais certainement pas, nous n'irons jamais donner un vaccin à des millions d'habitants s'il n'a pas passé cette phase 3 pour être sûr qu'il soit 1, efficace et 2, sûr. Et donc, lorsque nous aurons un vaccin qui sera à la fois efficace et sûr, quel que soit le pays, quel que soit le laboratoire qui l'aura développé, nous travaillons avec la Commission européenne pour être en mesure de le proposer massivement aux Français et aux Européens. Ce sera fondamental d'ailleurs d'expliquer l'importance de se faire vacciner. Mais un vaccin efficace et sûr, il faut avoir accès pour cela aux données scientifiques, etc. Ce n'est pas le cas du projet du Sputnik 5 annoncé par le président russe. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation du 20h de France 2 ce soir.
À l'étranger, cette décision historique dans la course à la Maison-Blanche, Joe Biden a choisi Kamala Harris comme colistière. Une première pour une femme noire. Si le candidat démocrate est élu, elle sera la première femme vice-présidente de l'histoire des États-Unis. Choix salué par Barack Obama et sans surprise moqué par Donald Trump. Agnès Varamian avec Fabien Fougère. Première femme noire colistière pour une présidentielle, Kamala Harris, 55 ans, sénatrice de Californie, est désormais la partenaire de Joe Biden. Tu es prête à te mettre au travail ? Oh mon Dieu, je suis tellement prête à me mettre au travail. Alors pourquoi elle ? Kamala Harris est une étoile montante du Parti démocrate. Ancien procureur, elle se fait remarquer au Sénat pour sa pugnacité en commission d'enquête. Est-ce que vous avez eu des contacts avec des hommes d'affaires russes ? Je ne pense pas leur avoir parlé. Mais est-ce que vous saviez ? Je peux pas être bousculé de cette façon, ça me rend nerveux. De mère indienne et de père jamaïcain, Kamala Harris est aussi un atout pour attirer le vote des minorités en novembre prochain. Surtout, la sénatrice apporte son énergie. Elle a 55 ans. La voici qui danse avec ses fans. Alors qu'à 77 ans, Joe Biden serait le plus vieux président élu de l'histoire. Kamala Harris se veut aussi une femme accessible. Elle adore cuisiner et aime le faire savoir. Je vais vous montrer une salade de thon. Aujourd'hui alliée de Joe Biden, elle fut un temps sa rivale lors de la primaire démocrate, n'hésitant pas à l'attaquer sur son programme de santé. Pour un démocrate, vouloir être président et proposer une couverture maladie qui ne bénéficie pas à tous, c'est inexcusable. Aux États-Unis, le rôle des candidats vice-présidents est de seconder sans jamais devenir un maillon faible. Donald Trump a réagi hier. Il a qualifié Kamala Harris de candidate bidon. Les suites de l'attaque au Niger. Le Premier ministre Jean Castex présidera vendredi une cérémonie d'hommage aux 6 humanitaires français tués. L'une de nos équipes s'est rendue sur les lieux de l'attentat, là où travaillait l'une des 2 victimes nigériennes. Le parc de Kouré, réputé pour ses girafes, était jusqu'ici considéré comme une zone peu dangereuse. Depuis la tragédie, le lieu est désert et c'est un coup dur pour l'économie locale. Mathieu Boisseau. Plus qu'un guide, il était l'une des figures de son village, celui de Kouré, là où nos reporters se sont rendus. Kadri Abdou, 50 ans, était conservateur dans le parc voisin. C'est lui qui accompagnait les Français lors de l'attaque. Lui aussi a été tué. Notre équipe a rencontré sa famille, ses enfants que voici, et ses collègues. Unis dans la prière en mémoire du président de leur association de protection des animaux. C'est un grand homme, un conservateur, vraiment qui a œuvré tout son temps avant sa disparition dans la conservation des dernières girafes de l'Afrique de l'Ouest. Selon les habitués des lieux, le parc de Kouré était réputé comme l'un des derniers secteurs touristiques du Niger. Familles et amis pouvaient encore s'y promener, admirer les girafes. Un endroit parmi les moins dangereux du pays, à 1 heure de route seulement de Niamey, la capitale. C'est pourtant là que l'attaque a eu lieu. Les humanitaires français étaient en excursion sur un jour de repos. Au-delà de la tristesse, il y a aussi de l'inquiétude chez les guides. Tous leurs efforts des dernières années pour attirer les touristes et faire vivre économiquement les villages alentours sont en danger. Les guides qui sont là, c'est une activité qu'ils ont. Et maintenant, ils ont perdu leur activité. Il faut que cela aussi, l'État essaie de voir qu'est-ce qu'on pourra faire pour les guides. Depuis les assassinats, le ministère français des Affaires étrangères a placé l'ensemble du Niger en zone rouge, formellement déconseillé, à l'exception de Niamey. Jusque-là, le parc de Kouré était classé en jaune, c'est-à-dire en risque limité. À l'étranger, toujours un train a déraillé ce matin dans le nord-est de l'Écosse. Il y a 3 morts et 6 blessés. L'accident pourrait avoir été causé par un glissement de terrain dû aux fortes pluies qui se sont abattues sur la région ces dernières heures. On revient en France au chapitre économique. Les salariés de Hop, filiale régionale d'Air France, sont fixés sur leur sort. La direction a détaillé ce matin le plan social lors d'un comité d'entreprise extraordinaire. Plus de 1000 suppressions de postes, soit 42% des effectifs. Les sites de Morlaix, Lille et Orly vont fermer. Plan jugé inacceptable par les syndicats. Un chiffre à présent qui illustre l'ampleur de la crise économique. Selon la Banque de France, la dette de nos entreprises a explosé et frôle désormais les 2000 milliards d'euros. C'est notamment la conséquence des prêts garantis accordés par l'État. Explication, Christelle Méral, David Fossard, Chloé Barbeau.
Quel est le point commun entre des restaurants, des entreprises de BTP ou spécialisées dans l'industrie? Elles sont de plus en plus endettées. Est-ce une source d'inquiétude? Les temps sont durs pour ce coiffeur à Paris. Même après le déconfinement, il a perdu 20% de sa clientèle. Il avait déjà un prêt en cours pour la rénovation de son salon. Mais pour faire face à sa baisse d'activité, il a dû souscrire un nouveau prêt de 40 000 €. J'ai contracté le prêt garanti par l'État en prévision de cette baisse de chiffre d'affaires, car bien sûr, nous ne savons pas quand est-ce que ça va revenir, nous ne savons pas quand est-ce que les touristes vont pouvoir revenir. Comme lui, depuis mars, 575 000 entreprises ont eu recours à un prêt garanti par l'État. Résultat, jamais les entreprises n'ont été aussi endettées en France. Au total, 1866 milliards d'euros de prêts. Un endettement record en période de crise, c'est une source de fragilité et une menace, selon cet économiste, pour une entreprise. Si elle a de la dette, elle est obligée de rembourser quoi qu'il arrive. Si elle ne peut pas rembourser, elle est immédiatement mise en faillite. Beaucoup de dettes dans un moment de crise, c'est beaucoup de risques d'avoir des faillites. Le risque est jugé important pour les grandes sociétés comme pour les plus petites. Les entreprises françaises sont en moyenne 2 fois plus endettées que les entreprises américaines. Autre conséquence du Covid-19, le Tour de France se déroulera sous très haute surveillance. La compétition s'élancera à la fin du mois avec des règles sanitaires drastiques. Port du masque obligatoire pour les spectateurs, comme sur les routes du Critérium du Dauphiné libéré aujourd'hui. Nathan Ramahérisson avec Émilie Denis. Coureurs masqués, gel hydroalcoolique pour les spectateurs. Le Critérium du Dauphiné a sorti tout l'attirail de la lutte anti-Covid. Au départ, on donne de la voix. Mais cette année, les mesures de sécurité gâchent un peu la fête. Certains ont fait beaucoup de routes pour voir les coureurs et ils sont un peu déçus. Dommage, surtout pour les enfants. Lui qui est fan, il aurait aimé faire un selfie avec un coureur, mais bon, on comprend, après c'est normal, la sécurité avant tout. Un peu déçu, même beaucoup. Cette édition 2020, c'est 2020 comme 2 mètres de distance entre spectateurs et coureurs, 0 autographe, 2 gestes barrières habituels, port du masque et gel hydroalcoolique, et 0 selfie. Même sur le podium, la joie est mesurée et on garde ses distances. Cette organisation sert aussi de répétition générale pour le Tour de France. Les organisateurs affirment que dans 2 semaines, ils seront encore plus vigilants avec les coureurs. Sur le Tour de France, les tests seront réalisés par l'organisation. Il y aura 3 tests obligatoires, 1 avant le départ et 2 pendant le Tour de France. Et bien sûr que tous les cas positifs, la personne devra quitter le Tour de France. Et après, de suite, il y aura forcément une enquête pour connaître les cas contacts de ce cas positif. Des précautions pour un enjeu de taille. Le Tour de France, c'est 180 coureurs et surtout 10 à 12 millions de spectateurs sur le bord des routes chaque année. La saison estivale est cruciale, vous le savez, pour les professionnels du tourisme qui ont subi de lourdes pertes. Illustration, dans ce club de vacances près d'Ajaccio en Corse, aucun client pendant 3 mois, les touristes reviennent peu à peu, mais on est loin du taux d'occupation de l'été dernier. Comment l'établissement gère-t-il cette période de crise? C'est notre séquence Le défi de l'été, Dorothée Lachaud, Nathalie Berthier. Sur la plage du Stagnon, au nord d'Ajaccio, ce club de vacances jouit d'un emplacement rêvé. Mais pendant 3 mois, aucun client n'a pu en profiter. La crise sanitaire l'a contraint à garder portes closes. Aujourd'hui rouvert, comment rattraper ce trimestre perdu tout en rassurant les clients? C'est leur défi de l'été. À première vue, autour de la piscine, la danse du club fait toujours le plein. Comme les transats sur la plage. En club, c'est très bien. Il y a de l'animation, on ne s'ennuie jamais. Surtout en Corse, c'était la première fois, donc c'est une grande découverte. Mais en réalité, les vacanciers sont bien moins nombreux cette année. L'été dernier, l'hôtel affichait complet. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Cet hôtel comporte 210 chambres, d'accord. On en exploite 147. Comme vous pouvez le voir, certaines ne sont pas exploitées, ce qui représente aujourd'hui un taux d'occupation de 70%.
Le club, qui emploie en temps normal 90 salariés, a dû réduire le personnel d'un tiers. Car la crise sanitaire a un coût. Former les équipes à ces nouvelles consignes de sécurité. 36-3, impeccable mon grand. Mais aussi renforcer le nettoyage de l'hôtel. Tout va bien, vous avez laissé 4 heures aérer la chambre. Près de 30 000 € ont été investis et les chambres, elles, adaptées. On a enlevé tout le chemin de lit, on a enlevé tous les coussins décoratifs que ce n'était pas nécessaire pour ne pas les nettoyer chaque fois qu'il y a une nouvelle arrivée. Midi, autre enjeu pour le club, les repas souvent synonymes d'affluence. Patientez un petit peu s'il vous plaît. Une partie de la cuisine a été installée à l'extérieur pour éviter des embouteillages au buffet. Cette zone que vous pouvez voir aujourd'hui, qui est devenue une cuisine, c'est une zone de distributeur de boissons. Donc on l'a aménagée avec des grilles pour pouvoir servir le client à l'air libre plus rapidement pour un maximum de sécurité. La sécurité, un des défis de Mathieu David, responsable des activités très prisées par les vacanciers. On ne se laisse pas abattre par le Covid, on l'affronte. Cette année, il a fallu combiner ambiance Les deux droits, 3 et distance de sécurité. 8 et je tire. Mesures sanitaires, regarde, on va mettre 1 mètre ici et 1 mètre ici. Ils sont sur leur tapis, ils ne bougent pas de leur tapis. On fait les mêmes exercices que d'habitude, juste on fait attention à la distanciation entre les personnes. Pendant les exercices, ils apportent leur serviette perso. Des gestes de prévention qui ne perturbent pas les vacanciers. À part les distanciations de sécurité, il n'y a pas grand-chose qui change. Et on fait bien attention quand même, on se lave bien les mains, etc. On s'amuse toujours autant d'activités. Juste les distanciations qui, des fois, compliquent un peu les choses. Pour compenser sa perte de 20% du chiffre d'affaires, le club de vacances compte désormais sur l'arrière-saison. Le climat corse permet d'accueillir les clients jusqu'à mi-octobre. Destination France vous emmène ce soir en Savoie, précisément dans la petite station d'Arèche-Beaufort. Ses chemins de randonnée, ses lacs aux eaux cristallines et sa spécialité locale, le célèbre Beaufort, surnommé le prince des gruyères. Fromage produit l'été, au milieu, vous allez le voir, de paysages à couper le souffle. Alexandra Allais, Jean-Claude Martin. L'impression d'être tout petit, perdu dans cette immensité, au milieu des lacs, des forêts d'épicéas. À seulement 100 km de Grenoble, au cœur de la Savoie, la station d'Arèche-Beaufort est aux couleurs de l'été. Sur ses sommets, les amoureux de nature se feraient un chemin. On a passé les caps, les différentes altitudes, les différents kilomètres, et puis sans être rendu compte, on est au sommet, on est juste bien. Ce groupe randonne ici depuis 20 ans. Arrivé à 1800 mètres d'altitude, c'est toujours une grande émotion. Voilà. Le lac d'Annecy est dans le creux. Bizagne les saisit. C'est magnifique, magique, féerique, il n'y a pas de mots suffisant pour exprimer ce que je ressens. Les plus aventureux tutoient le vide sur la Via Ferrata. Pour veiller à leur sécurité, Jean-Pierre Mirabail, guide de haute montagne. C'est une initiation à l'alpinisme, c'est un début pour faire découvrir ce que c'est que le vide, l'appréhension du vide, grimper sur des rochers. Après 5 heures d'escalade, l'effort est souvent récompensé. Là, c'est une des plus belles. On est vraiment en montagne, et le paysage, le Mont Blanc, le Beaufortin, on est dans des conditions idéales. La Ferrata, il y a le petit coup d'adrénaline en plus. Donc voilà, c'est ça qu'on aime. Et puis ça nous maintient en forme, c'est pour le physique. Salut Valentin, ça va Didi? À quelques pas de là, à 2000 mètres d'altitude, le lait d'un troupeau vient d'être collecté pour fabriquer du Beaufort d'alpage. À 22 ans, cet enfant du village effectue sa première saison. J'ai été dedans depuis tout petit, puis je pense que c'est utile, on se sent d'arriver à la fin de la saison, de vendre ses fromages. C'est toujours je vais pas dire une fierté, mais on est content de soi. Le Beaufort d'alpage est un fromage rare, produit en altitude et seulement l'été quand les vaches profitent de l'herbe et des fleurs des pâturages. Surnommé le prince des gruyères, il est l'un des fromages préférés des Français. Ce couple de Hauts-Savoyards ne s'y trompe pas. Vous voulez un morceau de fromage? Avec plaisir. Ouais, allez, venez avec moi.
Valentin Perrier fait partie des 2 alpagistes restants à Arèche-Beaufort. Il est fier de perpétuer ce savoir-faire ancestral. On s'est un peu modernisé là, sur la fabrication, mais après sur la cave, les soins en cave sont quasiment les mêmes qu'il y a déjà longtemps. Merci. La pâte est douce, c'est vraiment délicieux. À essayer. Pour terminer la journée, rien de tel que la fraîcheur des lacs, formés grâce à des barrages hydroélectriques. Pas le droit de s'y baigner, juste de profiter. Le paddle, dernière nouveauté, met les touristes à l'épreuve. Ah bah une petite appréhension quand même, oui. Il faut quand même essayer de regarder le plus loin devant possible. Si vous regardez devant le paddle, ça va vous faire pencher en avant. D'accord. C'est bon? C'est une histoire d'escalier. Mais une fois lancé, la magie opère dans le petit village d'Arèche-Beaufort. Là où les traditionnels chalets savoyards restent accrochés à la pente, comme suspendus dans le temps. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, la météo, Anaïs Baïdemir, puis votre feuilleton, Un si grand soleil. Ne manquez pas ensuite un épisode inédit de votre série Nina. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain à 13h et à 20h. Très belle soirée sur France 2. À demain. Retrouvez toute l'actualité en continu sur France Info, Canal 27.